Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Pierre-Marie. Salut Gauthier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Ça me fait très plaisir de te recevoir parce que tu es le deuxième illustrateur que je reçois sur le podcast. Et en fait, c'est un milieu que je ne connais pas trop. Et donc, du coup, ça me fait très plaisir de te recevoir dans l'émission aujourd'hui. Sans perdre de temps, est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui tu es et te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. D'abord, c'est un plaisir aussi d'être ici. Et merci pour ton invitation. Avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Pierre-Marie, j'ai 26 ans et je suis illustrateur sous le nom de PM Studio. En gros, moi, je fais de l'illustration japonaise vintage. C'est un peu ma spécialité. Et on va dire que plus largement, ce que j'aime faire, c'est réutiliser des codes anciens ou vintage et les remployer aujourd'hui avec une approche un petit peu plus moderne à nos codes actuels, quoi, entre guillemets. Trop bien. On va en reparler durant cet épisode. Mais la première question que j'ai l'habitude de poser à mes invités, c'est comment t'en es venu à faire du design? J'en suis arrivé parce que avant tout, j'étais un petit peu artiste. Déjà petit, en fait, je dessinais beaucoup. J'ai arrêté le dessin. Je suis arrivé dans la musique. Et là, j'ai découvert le métal. Et là, c'était la fin, entre guillemets. Et je me suis mis à fond dans la musique. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris que la musique, faut avoir un peu le rythme dans la peau aussi également. Donc, moi, ça marchait pas à moins de le bosser mathématiquement. Au bout d'un moment, je me suis posé la question de est-ce que ça serait pas bien de retourner à ses premiers amours, des choses qu'on pouvait faire sans compter les heures Et j'ai repensé à ça quand j'étais petit. Je me suis dit, l'illustration, ça peut être un truc intéressant pour moi pour la suite. Et en fait, c'est juste ça. Le simple constat de se dire, je sais que ce truc-là, je l'ai aimé, je comptais pas mes heures quand je le faisais étant petit. Du coup, je suis arrivé dans cette voie-là un petit peu comme ça, quoi. J'ai remarqué un truc qui était intéressant, c'est que d'abord, tu as fait du droit. Exactement, je suis allé en fac de droit. Ça a duré 1 an, c'est ça? Ouais. Et après, tu as décidé de partir en licence de design graphique? Exactement. Et on pourrait même dire que ça a duré moins d'1 an parce que les derniers examens, je les ai loupés pour faire ceux de l'école de communication design graphique, quoi. Et justement, là, par rapport à ce que tu disais, tu as dit que tu as commencé dans la musique. J'imagine que comment tu as fait en fait justement pour te dire je veux partir dans le dessin et surtout te spécialiser professionnellement, suivre des études de dessin? En fait, c'est parce que j'avais un ami tout petit qui lui était un peu mon meilleur ami et en même temps mon rival de dessin. Et en fait, lui, il a choisi cette voie-là directement à la fin de son lycée. Et en fait, quand j'ai vu au bout d'1 an le niveau qu'il avait atteint dans cette école-là, je me suis dit waouh, ok, moi aussi, j'ai envie de faire ça. En fait, c'était un peu le truc shonen, quoi. C'est ce que tu vois dans les mangas, c'est tu vois l'autre, il est devenu plus fort que toi. Du coup, tu dis, mais attends, mais moi aussi, je pourrais peut-être le faire alors. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et donc dans cette école qui s'appelle Brassard, à Caen. Du coup. Ok. Du coup, lequel de vous deux est devenu le plus fort en dessin depuis? Alors lui, c'est devenu un tueur en 3D. Il bosse dans un studio de jeux vidéo maintenant à Bordeaux qui s'appelle Shiro Games. Et moi, c'est vraiment plus l'illustration, mon dada, on va dire. Je vois. Pendant ces études, ça a duré 4 ans, il me semble. J'ai lu que tu avais commencé à faire du travail d'indépendant à côté de tes études, c'est ça? Ouais. Après la prépa, c'est-à-dire dès la première année, je crois, j'ai commencé à prendre des petits travaux comme ça que je pouvais avoir pour des clients. Alors au début, c'est toujours pareil, hein, tu commences, tu bosses pour tes potes, entre guillemets. Les premières pochettes d'albums payées à 50 balles. Et puis petit à petit, tu essayes de progresser, de faire et d'augmenter le niveau, on va dire. Et effectivement, ça a commencé comme ça, pendant toutes les études, du moins crescendo en parallèle, en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire du travail indépendant à côté de tes études? Le travail indépendant à côté des études, en fait, je voyais ça d'une pierre deux coups. Quand je bossais pour mes cours, je bossais en même temps pour moi. En fait, je pensais déjà réfléchir à mon branding et tout ça, pour comme ça, quand j'allais sortir de l'école, j'allais pas me retrouver sans rien, ou du moins passer 3-4 mois à me dire, bon, il me faut mon logo, il me faut quelque chose qui puisse convaincre direct les gens qui verraient mon travail et qui le verraient sur Internet. Donc en fait, j'ai déjà commencé à poser des travaux, à poster des travaux, en ligne, de manière à ce que je puisse avoir du travail direct à la fin des études. Et justement, ce travail d'indépendant, est-ce que c'était déjà quelque chose... Enfin, c'était des missions, est-ce que c'était
des trucs un peu particuliers déjà dans ton style, dont on reparlera après, ou c'était vraiment, tu prenais tout ce qui passait, tu parlais juste avant de pochettes d'album, mais est-ce que c'était... Au début, tu fais pas le compliqué, hein. Tu prends tout ce qui passe, t'essayes de prendre le maximum de projets pour gagner en maximum d'expérience et avoir idéalement le plus de projets intéressants graphiquement à proposer. Comme ça, tu commences déjà à te constituer un petit portfolio qui peut être intéressant pour des potentiels futurs clients. Et ouais, j'ai commencé comme ça en quelque sorte. Et le côté indépendant, si je peux continuer un peu dans cette direction, il est venu notamment pendant un stage durant les études où j'ai découvert des agences de com. Et en fait, si tu veux, ça m'a pas plu, quoi, le fonctionnement. Moi, je me suis dit, ah ouais, bon, pourquoi pas, ça marche très très bien pour moi, peut-être plus tard, faire une agence, mais sinon, non. D'ici là, j'irai pas bosser en agence, j'ai envie de travailler sur mes projets perso, quoi. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens que je reçois dans ce podcast, quel que soit le métier en fait, qui ont ce recul enfin, qui me font ces retours sur les agences. Et toi, qu'est-ce qui fait que ça t'a pas plu? Je sais pas, c'est peut-être l'impression de devoir rendre des comptes à quelqu'un alors que pendant ce temps-là, tu peux bosser sur toi et en fait construire ta boîte, ton avenir à toi, et c'est beaucoup plus personnel et c'est beaucoup plus challengeant, il y a beaucoup plus de contraintes et de difficultés bien évidemment, mais en même temps, c'est pas du tout les mêmes choix de vie pour la suite et comment dire, et c'est beaucoup plus excitant en fait. Tout simplement, quand tu bosses pour quelqu'un d'autre, tu vas le faire à 100%. Quand tu bosses pour toi, tu le fais à 200 parce que t'as pas le choix. Et ça, c'était quand même quelque chose qui a beaucoup joué. Je t'en reparlerai après parce que je sais que tu as bossé après en tant que freelance pour des agences, pour des clients. Mais ça, je t'en reparlerai après. La question qui me venait, c'était là, du coup, tu nous as dit tu as travaillé pour différents clients, tu as fait différents styles, différentes choses. À quel moment tu as commencé à te créer ton style et à le mettre en avant dans ton travail? Vers la fin de mes études, donc j'étais encore en études et c'est vraiment dans ma dernière année donc de ma licence, 3e année, au cours d'un projet semi-professionnalisant, en fait le projet qui est à la fin et sur lequel tu vas passer ton diplôme, sur lequel tu es jugé, donc tu passes devant un jury, tu fais un oral, tout ça, bon, très scolaire et tout, mais je me suis dit, à ce moment-là, j'avais déjà en fait un petit peu ce côté japonais que je commençais à placer dans mes illustrations depuis un an, mais j'étais plus en fait dans le manga à ce moment-là. Je dessinais qu'en noir et blanc, et à un moment je passais sur tablette graphique, j'ai commencé à mettre de la couleur. Ça a bien marché. Je me suis dit, bon, ça me plaît tout ça, je vais continuer là-dedans. Et c'est avec ce dernier projet où j'ai vraiment en fait, tout réalisé pour la suite. Pendant ces 3 mois-là, quasiment, j'ai pu créer mon univers, mes logos, mes stickers, mes t-shirts, mes premiers trucs en fait qui me serviraient à mettre en ligne et à dire ce que je fais est sérieux quoi, et c'est pour la suite, donc je mise un peu là-dessus en termes d'identité pour les prochains mois, pour les prochaines années. Alors si tu veux bien, est-ce qu'on peut revenir juste un tout petit peu à ce que tu disais avant, où tu disais que tu commençais à dessiner un petit peu des mangas? Comment justement ça t'est venu? C'est quoi? Tu lis beaucoup de mangas et tu avais envie de refaire ce qu'il y avait dans les livres. Comment t'as créé ce style-là et comment t'as fait au fur et à mesure pour trouver ton style, pour arriver au style que t'as aujourd'hui? Alors les mangas, j'ai beaucoup dessiné de mangas. Alors des dessins dans le style manga bien évidemment, mais pas nécessairement des personnages. Je veux dire par là, je réutilisais toujours les codes des mangas, les traits noirs, mettre de la trame, les petits points qu'on retrouve sur les pages, le découpage en cases, la composition qu'on pouvait retrouver dedans. Et tout ce travail était fait en noir et blanc. À partir du moment où j'ai eu ma tablette graphique, donc j'ai arrêté de travailler sur papier et à la plume comme pouvaient faire les mangaka. Là, j'ai commencé à mettre des couleurs et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant, ça m'offrait beaucoup plus de possibilités et il y avait de quoi faire des choses plutôt innovantes en fait, toujours avec cet aspect manga, mais en ramenant quelque chose d'un peu plus actuel. Le côté vintage que j'ai amené dans mes illustrations, en fait, notamment par les textures et par les codes donc vintage des posters qu'on pouvait retrouver, par exemple les années 60, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, notamment au Japon. Et bien, toutes ces choses-là, je les ai découvertes grâce à Instagram et Pinterest, qui m'ont servi de base, de référence pour constituer mes futurs projets. Donc en fait, la synthèse, on pourrait dire que j'ai commencé du noir et blanc. Au moment où j'ai découvert la tablette graphique, j'ai commencé à ramener de la couleur. Et par la suite, je suis retourné à un truc justement un peu plus vintage, en utilisant des textures papier, des typographies plus anciennes et ce genre d'exemple. J'ai lu aussi que c'était suite à un voyage au Japon où tu avais justement décidé de partir complètement dans ce style-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que là, tu parles vraiment de tester des choses, de voir sur Pinterest ou Instagram, et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de plus qui est d'aller dans un autre pays et de s'imprégner de la culture. Oui, évidemment.
je faisais déjà tous ces travaux avant d'aller au Japon, mais en fait, en étant allé au Japon, ça a juste appuyé le truc, quoi. Ça a enfoncé le clou complètement, et maintenant, ça a été... Enfin, à ce moment-là, ça me paraissait invraisemblable. J'étais obligé de continuer dans cette direction-là, parce que ça ne m'avait fait qu'appuyer les choses. Les contrastes que j'ai vus là-bas, en comparaison avec la France, avec ce qu'on vit au quotidien, ça m'a complètement marqué, et avant, je l'ai dessiné parce que c'est peut-être quelque chose que je rêvais de contempler, de voir. Et puis en fait, en m'y rapprochant et en allant voir sur place, ça a complètement, ça a appuyé sur un bouton, et puis là, c'est bon, c'était parti, quoi. Je vois. Aujourd'hui, tu fais encore évoluer ton style. Comment tu le travailles encore aujourd'hui pour le faire évoluer, l'adapter, le faire grandir? Aujourd'hui, pour faire évoluer mon style, justement, je vais vers des styles auxquels j'aurais pas pensé en premier plan. Je veux dire par là que je garde toujours cette esthétique japonaise pour le moment. Peut-être qu'à un moment ou un autre, ça sera autre chose. Tu vois, par exemple, on voit la Corée qui a notamment beaucoup d'œuvres qui commencent à s'exporter et qui commencent à bien marcher. La Corée a des tendances visuelles qui m'appellent aussi. Et aujourd'hui, pour continuer de faire évoluer, je m'imprègne de d'autres mouvements artistiques auxquels j'aurais pas forcément pensé en premier lieu. Tu vois, par exemple, j'ai bossé sur des projets, je suis allé voir vers le constructivisme russe. Donc des choses comme ça, tu vois pas trop ce que c'est, après tu cliques dessus, tu dis ah mais oui, ok, en fait c'est ça. Et en fait, tous les mouvements artistiques, c'est ça, tu sais, des fois ils ont des noms barbares, et après tu te rends compte, ok, donc là si je peux intégrer ça, mais en même temps avec le côté japonais, etc. Tu commences à réfléchir à des choses, et tu peux proposer du coup des trucs un peu en décalage, c'est ça qui est rigolo. C'est intéressant. En préparant l'émission, j'avais envie de te poser une question qui était est-ce que c'est pas trop rébarbatif de s'enfermer dans un style? Mais en discutant là, j'ai l'impression que tu réussis. Non, justement, parce que après, ça dépend de la créativité des gens et comment les gens fonctionnent. Moi, je sais que j'ai besoin d'un petit peu de contraintes pour m'épanouir dans ma créativité. Et je sais que notamment toute la culture japonaise, c'est un très bon vecteur pour moi parce que ça me permet de me donner une direction. Et par la suite, s'il faut que je parte en vrille, je vais pouvoir suivre une autre direction en même temps. Mais ça me permet de me lancer, et du coup, j'ai pas trop ce truc. Je suis pas dans ce syndrome de page blanche. J'ai quand même toujours des idées qui reviennent parce que j'ai ce support de base, j'ai ce socle qui est la culture japonaise, auquel je peux venir intégrer d'autres ingrédients, en fait. C'est ça qui est hyper pratique, en fait. C'est bien, ouais, du coup c'est une base sur laquelle en fait toi tu rajoutes après des éléments qui vont te faire évoluer. Ok. C'est ça. Je t'ai posé la question parce que je suis passé sur ton Behance et ça se voit que ton style évolue au cours du temps et qu'en fonction de tes clients c'est pas du tout la même chose. Mais je trouvais ça intéressant de savoir si à terme le fait d'être aujourd'hui classé comme illustrateur japonisant vintage fait que du coup on t'enferme dans cette catégorie-là et tu peux pas exprimer de nouvelles choses quand tu as des clients. Non, pas du tout. Parce que... Alors, oui, parce qu'on pourrait faire le constat de... Les gens viennent te voir par rapport à ce que tu montres dans ton portfolio. Ouais. Ça, c'est clair. C'est ce qu'ils les appellent en général. Mais en fait, non, ça va. Parce qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, je peux me permettre de choisir mes clients. Donc, si demain j'ai un projet dans lequel je vois que je peux davantage évoluer plutôt que m'enfermer avec des choses que je sais déjà faire, je vais saisir l'occasion et je vais aller vers ça. Mais c'est assez intéressant. Mais pour le moment, en fait, ça me fait pas trop peur, je t'avoue. Je me pose pas du tout la question. Je suis en mode relax par rapport à ça, et je verrai sur le moment, en fait. Non, mais je te pose la question quand même. J'espère que tu vas pas te la poser à cause de moi maintenant en rentrant ce soir en disant oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais pas dormir en rentrant. Tu dirais que pour un illustrateur ou une illustratrice, c'est important d'avoir son propre style? Oui, je pense que c'est hyper important. Et en même temps, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on a l'impression que si t'as pas ton propre style dans l'illustration, tu peux rien faire. Ce qui est complètement faux, mais c'est toujours l'idéal, oui, de trouver un style et de pouvoir le travailler et d'avoir quelque chose un peu plus qui ressort un peu de l'ordinaire. Mais en fait, le style pour moi aujourd'hui, c'est un peu, on sort un peu ce mot-là à toutes les sauces, mais en fait pour moi, le style d'un illustrateur, c'est ça, mais en même temps, c'est aussi un positionnement marketing tout bêtement et simplement. C'est dire, moi, je vais aller dans cette niche-là, je vais plutôt viser cette clientèle-là et je vais proposer ce genre de visuel-là. S'il y a un écho, tant mieux, ça veut dire que je suis agile dans ce que je fais. Sinon, tant pis, et il faut que je teste d'autres trucs, mais que toujours j'aime faire, en fait. Pour moi, c'est un peu ça qu'il faut voir. C'est un peu, tu vois, je suis parti là-dessus. Je me suis dit, moi, j'adore la culture japonaise, ça m'a marqué, et je vais partir là-dedans à fond. Et
je trouvais le côté vintage hyper intéressant parce que en fait ça te fait creuser, du coup je peux aller fouiner dans les librairies, enfin trouver des vieux bouquins, ce genre de choses, et quand tu mets la main sur une pépite, tu te dis ah ouais, ça c'est intéressant, comment ils faisaient à l'époque, et bah c'est ça que moi j'aime bien intégrer. Et en fait je pense que c'est ça qu'il faut se dire, c'est tu peux trouver quelque chose, mais d'abord teste, comme ça tu verras si ça te plaît d'abord, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu ferais normalement, et peut-être qu'en fait tu vas découvrir quelque chose. Le maître mot de toute façon c'est la curiosité, il faut tester pour évoluer, et puis après ça va quoi, ça coule de source. Alors il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. Il y a une question positionnement sur laquelle je reviendrai après. Ouais. Et là, comme tu es en train de parler de faire évoluer son style, de découvrir des choses, dans une interview, tu as dit avec une bonne méthode de travail, on peut très bien s'en sortir. Et je me demandais ce que tu entendais par là et qu'est-ce que c'est justement une bonne méthode pour apprendre à dessiner, pour développer son style. Alors la bonne méthode c'est avant tout le charbon. Je vais pas donner un nombre d'heures par jour, mais en tout cas le temps que le soleil soit levé et jusqu'à ce qu'il se couche quoi. Au début du moins, et puis au fur et à mesure après on peut se détendre bien sûr, mais dans l'illustration tu n'as pas le choix parce que les gens sont habitués à des standards, je pense. On a vu des contemporains et même justement des maîtres bien plus anciens qui ont fait des choses incroyables. Et ça sert à rien de vouloir faire comme eux et de prétendre à des choses aussi grandes, mais les choses font que les gens sont habitués. Au moins, ils ont vu des tableaux, ils ont vu des choses qui ont été faites dans le passé, et du coup, on doit jouer avec cet héritage et essayer de l'adapter aujourd'hui. Tu vois, c'est un peu pareil, ça revient un peu à cette question de positionnement. C'est moi, au final, ce que je joue un peu avec la nostalgie, tu vois. J'essaie de rappeler des codes aux gens, comme ça peut créer de l'affect quelque part. C'est une manière de pouvoir jouer avec les illustrations sur la vie de quelqu'un par rapport à ce que tu fais, quoi. Je trouve que tu le fais très bien, par exemple, avec tes images qui reprennent un peu les codes Goldorak. Moi, ça me parle pas mal. Ah, merci. Quand t'es là, tu fais oh ouais, tu t'identifies assez facilement, tout en te disant c'est pas la même chose. Tu vois, il y a un truc de différent. Je reconnais et en même temps c'est différent. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. C'est vraiment l'idée. Et justement, sur ta question de positionnement, tu illustres non pas en tant que Pierre-Marie, mais en tant que studio PM. Ouais. Quelle est la raison pour laquelle tu t'es dit je vais me mettre derrière une marque, un nom où dedans il y a studio, ça claque un peu, tu vois, tu dis... Alors, il y a forcément l'influence des autres, parce que bien évidemment, il y a 5-6 ans, il y a beaucoup d'illustrateurs qui mettaient studio dans leur nom, alors forcément... Parce que ça claquait un peu plus. Et puis parce que alors je voulais pas juste me cantonner à faire de l'illustration, je voulais faire également d'autres choses. Sachant que l'illustration serait quand même le moteur pour le reste, on va dire. Mais si j'avais par la suite envie de faire des vêtements, des collaborations avec des marques ou des choses, je préférais anticiper un petit peu et me dire, des fois que ça marche, au moins j'aurai un nom un peu plus... qui sonnerait un petit peu mieux que juste Pierre-Marie Postel, qui peut être un petit peu long, prénom composé en plus. Donc voilà. Et puis en fait, tout simplement, c'était une question de durée de vie du nom, parce que tous mes potes m'appellent PM en mes initiales. Du coup, moi, j'ai écrit PM, mais d'une autre manière, tout simplement. Ça m'a mis un jour, pendant que je préparais l'émission, j'étais là genre, oh, c'est trop intelligent. Tu sais, ça m'a pris un petit peu de temps, il a fallu que je me le répète plusieurs fois en tête pour me dire, ah mais ouais, mais en fait, c'est hyper malin. Je sais pas, je me suis dit, ça durait plus longtemps, quoi. Non mais t'as raison. Justement, tu viens de le dire, tu fais pas que de l'illustration, tu fais aussi de la DA et du branding. Pourquoi tu as décidé de faire plusieurs sujets plutôt que de te spécialiser dans un seul bien précis qui est l'illustration? C'est pas vraiment par choix. Alors je dirais que c'est assez lié avec la formation que j'ai eue à l'école Brassard à Caen. Parce qu'on avait notamment un professeur qui s'appelait David Laurent, qui était passionné de direction artistique et qui en plus était très bon, qui a un peu connu sa petite heure de gloire avant, tu vois, dans les agences de com à Paris, et il était trop fort. Et je sais pas, je pense que c'est lui qui nous a donné goût à ça, parce que moi de base c'est quelque chose qui ne m'attirait pas du tout. J'étais vraiment cantonné à l'illustration, je voulais juste faire des dessins en noir et blanc, et puis en fait à force de tester des choses qu'il me proposait, je finis par dire ah oui, là-dessus il a raison. Et en fait au bout d'un moment je me suis dit, en fait il y a du bon à prendre partout, tu vas arrêter de faire ta tête de con et tout simplement tu vas essayer de faire un peu de tout. Et en fait c'est venu de là. Et alors je suis pas fanatique de branding, mais une fois de temps en temps ouais, ça me plaît beaucoup d'en faire. Et ça te change quoi par rapport à ton travail d'illustrateur au quotidien? Est-ce que j'ai plusieurs questions. La première, c'est est-ce que ça te permet de développer ton travail d'illustrateur?
Oui. de faire du branding, et inversement, est-ce que l'illustration te permet d'améliorer ton branding, et qu'est-ce que ça te change au quotidien de faire un peu des deux plutôt qu'un seul truc? Mais en fait, c'est un tout cohérent. Et à chaque fois, c'est une corde à ton arc en plus. Que tu fasses que l'un ou que l'autre, si tu peux avoir la possibilité de faire l'un des deux en plus, en fait, ça te permet de faire des éléments qui vont avoir un écho entre eux. Et tout cet écho, en fait, ça va faire un écosystème. En fait, c'est ça le mot que je cherchais, c'est écosystème. Parce que juste au branding ou juste l'illustration, tu vas être bien, mais en fait, on va pas avoir l'impression que tu as fait un projet complet. Et quand tu as besoin de présenter quelque chose à un client, un projet complet va être beaucoup plus parlant parce qu'il va être rassurant sur le fait que tu sais garder une cohérence du début à la fin et sur le fait que tu peux porter un projet de bout en bout. Et ça, c'est hyper rassurant pour un client parce que s'il se dit à tout moment, tu vas faire un logo et des cartes, des business cards, à tout moment, s'il dit j'ai besoin d'une template pour le site web, j'ai besoin d'un truc, bah ouais, forcément, le mec il va te le demander. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Et puis après, pour ton portfolio, c'est donnant-donnant, quoi. Ça va vachement le nourrir et tes projets ne seront que plus qualitatifs, etc. Ça va rappeler des clients. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Et je pense que t'as pas besoin de tout savoir. T'as pas besoin d'avoir 50 compétences. Mais si par exemple ta spécialité c'est le branding, c'est bien de pouvoir ramener un petit peu d'illustration. Comme si c'est bien si tu fais de la 3D, ça peut être bien de ramener un petit peu de branding en plus, etc. Il y a plein de... faut faire coexister des différents domaines ensemble. Mais avoir un domaine majeur sur lequel s'appuient plusieurs domaines mineurs qui vont t'aider à... Bien sûr, à exactement. Ça va donner une force incroyable à ton sujet de prédilection. C'est hyper intéressant. On vient de parler de tes clients, donc je ne peux pas passer à côté de cette question qui est de savoir, en fait, quand tu travailles pour un client, c'est quoi ton processus créatif en partant du brief jusqu'au rendu final? Alors, d'abord, je me fais toujours un film et je me prends un mur. Entre expectations versus reality, il y a toujours il y a un gap. Mais non, en fait, quand je travaille avec un client, en général, j'ai toujours une phase de croquis, une phase d'idéation, dans laquelle c'est hyper important d'avoir un dialogue assez poussé avec ton client, parce que c'est important déjà qu'il y ait une bonne entente, qu'on soit sur les mêmes valeurs, qu'on raisonne de la même manière. Et ensuite, donc là, je commence à envoyer mes premières propositions dès lors qu'il m'a donné quelques instructions. Je pars rarement d'une carte blanche. Ça m'arrive de temps en temps. J'aime bien, mais j'aime bien quand même qu'on me dise là si tu veux mettre un petit poisson, ok, là si tu préfères partir sur un petit symbole de micro, ok, ce genre de choses. Une fois que j'ai fait mon croquis, je vais commencer à passer sur Photoshop, sur ordinateur, et là je vais réaliser pas mal de petites variations, alors pas hyper propres, mais au moins des premières choses un peu plus abouties qu'ils puissent voir, et surtout dans plusieurs couleurs, de manière à ce qu'il puisse un peu plus se projeter que juste avec ce qu'il avait de base en tête, tu vois, parce que des fois ça arrive et en fait le branding change du tout au tout, quoi. Après ça, après quelques retours, modifications, etc., on peut ensuite attaquer la version propre, la version finalisée, que je continue d'envoyer au fur et à mesure de mon process. Et puis à partir de là, une fois que c'est réalisé, s'il y a besoin de déclinaison, de réaliser d'autres supports pour la communication ou autre, et je m'y mets à la toute fin, quoi. Dans toute cette phase de retour avec le client, comment tu fais pour éviter des choses du style ouais, moi j'aime pas trop ça, mais sans trop d'explications, tu vois? Comment tu gères ces retours qui sont plus on va dire de l'affect que du... Alors pour moi c'est toujours de la négociation, en fait. C'est toujours tu donnes un peu de... En fait, tu vas accorder un petit truc à ton client, mais toi, tu vas lui dire, moi, je vous donne 10%. Si je vous accorde cette idée-là à 10%, accordez la mienne à 30%. Et en fait, à force de jouer là-dessus, au bout d'un moment, en fait, tu arrives à un espèce de ping-pong où toi, tu finis en plus par te dire, en plus, c'est vrai, le client, là-dessus, il a pas trop tort. Donc, c'est plutôt pas mal d'aller dans ce sens-là. Et ça te pousse à ne pas rentrer dans un schéma de pensée où tu pourrais te dire, non, il n'a pas des bonnes idées, c'est pas lui le créa et tout. Non, franchement, moi ça m'arrive jamais et à chaque fois j'arrive toujours à... Enfin, je m'en sors toujours, ou alors j'ai de la chance de tomber sur des gens vraiment gentils, ce qui est aussi le cas, ils sont aussi gentils, pour la plupart. Et puis, oui, enfin le dialogue, en tout cas, il y a toujours un petit peu de négociation. Il y a forcément, tu fais des compromis. C'est la base. Et puis j'imagine que s'ils viennent te voir, c'est pour ton style, et donc ils savent forcément à quoi ça Ouais, tout là, l'importance qu'on disait par rapport à tout à l'heure sur le portfolio et le positionnement un petit peu du style qu'on va avoir, ça fait 50% du taf déjà. Donc une fois que ça s'est mis en place,
t'as plus à t'embêter derrière, à te battre avec tes clients pour leur dire moi je préfère faire ça et tout. C'est bien d'avoir un portfolio caméléon, mais il faut aussi dire quand je fais ce type de travail, et ils vont vraiment plutôt dans cette direction-là, quoi. Je vois. T'as aussi travaillé avec des clients, les mêmes clients plusieurs fois. J'ai vu par exemple la marque de vêtements Talister ou Paris-New York Burger. Ouais. Est-ce que quand tu retravailles avec ces clients-là, donc ils reviennent te voir, donc tu es satisfait de ton travail, est-ce que ça change quelque chose à ta relation avec eux? Est-ce que c'est, on va dire, plus simple de travailler avec eux? Est-ce que toutes ces phases d'itération avec eux, tu les passes parce que tu sais un peu comment fonctionne le client et eux savent comment tu fonctionnes? Ouais. Est-ce que ça change quelque chose? Eh bien, en fait, ouais, ça change quelque chose. Ouais, c'est forcément les choses sont de plus en plus simples. Et au bout d'un moment, en fait, t'as un dialogue où tu n'as plus de non-dit. Les compromis sont tout de suite hyper compris. En fait, toute cette phase où avant, tu peux avoir tendance à négocier et à trouver un terrain d'entente avec ton client. Au bout d'un moment, en fait, une fois que t'as une direction artistique qui a été posée, et ben en fait, après, tu traces la route, tu continues, puis tu vas vers ça. Là où avec Talister, tu vois, on n'a pas eu besoin parce qu'on était d'accord dès le début, faire des vêtements en plus. Culture japonaise, streetwear, on était tous les deux avec Alexis à 100%, ça matchait de fou. Et surtout qu'en plus, on a commencé un peu en même temps, où moi, j'étais un petit, eux, c'est pareil, ils n'étaient pas encore beaucoup dans l'équipe, donc forcément, ça allait bien. PNY, c'est pareil, au début, il y a eu des désaccords, et puis en fait, au bout de la deuxième illustration, on a dit « Ah, ok, let's go, c'est ça qu'on veut ». Et ben après, j'ai continué dans la foulée de ça, et puis là, ça déroule, et tu vois, je continue encore aujourd'hui de travailler avec PNY. J'ai encore deux petites illustrations à faire à venir, donc on pourrait bientôt voir ça. Ouais, je te posais la question parce que j'ai vu sur tes live Twitch justement que tu étais en train de bosser dessus, donc c'était l'occasion de te poser la question. Tu sais pourquoi ces clients reviennent vers toi? Est-ce que c'est le style qui leur plaît et ils veulent le mettre partout? C'est juste la façon de travailler avec toi? Tu vois, parce qu'on pourrait se dire, avec Talister, il me semble que vous avez sorti trois collections. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que au bout de la première collection, ils se disent pas, on va aller voir quelqu'un d'autre avec un style un petit peu différent dans... Alors ils pouvaient, et ils sont également allés voir d'autres artistes en parallèle, il me semble. Parce qu'aujourd'hui, moi, je travaille plus avec eux. Parce qu'en fait, ça me permettait d'avoir un fabricant de textile haute qualité en France, avec qui travailler sans avoir besoin à gérer toute une logistique et une production de t-shirts dans ma boutique directement. Donc en bossant avec eux, c'était tout de suite beaucoup plus simple, et c'est pour ça aussi que ça a duré longtemps, parce que du coup, moi je pouvais leur proposer des designs qui étaient assez complets. Et en fait, chacun jouait sur son tableau sur lequel il était le meilleur. Je leur filais le design. En général, il n'y avait pas trop de retours, à part tu peux mettre ta histoire un petit peu plus gros. Et puis à partir de là, ils sortaient les t-shirts. Moi, je recevais ça. Puis à chaque fois, la qualité était toujours impeccable. Donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Donc forcément, ça matchait bien là-dessus. Et alors PNY, ils reviennent vers moi, je pense, parce qu'ils font que d'ouvrir des restaurants. Du coup, il y en a un de plus à chaque fois à dessiner. Mais tu vois, par exemple, je me dis, il pourrait demander à un autre artiste de faire une illustration, mais après, c'est peut-être pour garder une cohérence aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'avant tout, c'est pour garder une cohérence. Parce que, oui, il pourrait très bien aller voir d'autres illustrateurs, c'est vrai. Après, on s'entend bien, et puis c'est facile. En fait, c'est surtout que c'est facile maintenant. Ouais. Une fois que tu as bossé un peu avec quelqu'un, et que tu sais comment il travaille, les délais que ça peut mettre, quand tu as besoin d'un élément à qui t'adresser directement, en général, du coup, ça va beaucoup plus vite et c'est assez fluide. Donc forcément, aujourd'hui, ouais, ça facilite vachement les choses, je pense. Tu parlais tout à l'heure des t-shirts et justement d'avoir ta boutique, de vendre des produits avec tes designs. J'ai vu que parfois, tu travaillais sur des projets de clients et après, tu reprenais certains éléments qu'il y avait Ouais. dans leur design et t'en fais des t-shirts et des posters. Ouais, exactement. Et je me suis demandé dans quel monde vit-on? Non, pas du tout, pas dans quel monde vit-on. Je trouve ça très intéressant, c'est cool qu'il peut te permettre ça, mais est-ce que c'est quelque chose du coup que tu envisages dès le début dans la relation avec justement avec tes clients en leur disant ouais, en fait, c'est un truc que j'ai envisagé dès le début. Dès que les clients viennent me voir, alors, en fait, ça dépend du client aussi, parce que je peux pas le dire à chaque fois, je peux pas le proposer à chaque fois, c'est sûr. Mais en gros, je le propose de manière à ce que, si le client il a des idées, moi je lui dis j'adore tes idées, mais j'ai envie d'en faire beaucoup plus. Et du coup ça va coûter beaucoup plus cher. Mais si tu veux, je te fais un prix hyper cheap, mais tu me laisses en contrepartie pouvoir les utiliser pour ma propre utilisation. Alors par contre, ce qui est là, c'est que moi je revends pas les droits derrière.
En fait, je passe cet D'accord. accord-là, je leur dis, de toute façon, je revends pas les droits derrière, je les garde pour moi. Je m'autorise quand même à faire des collaborations avec d'autres marques, mais jamais je ne les cède. Du coup, les droits, ils restent entre eux et moi. Et C'est intéressant parce que tu as certains illustrateurs qui cèdent leurs droits pour, on va dire, 5, je sais pas, j'y connais rien en fait, je vais dire 5 ans, mais ou pendant non, 5 c'est exactement ça. Une durée, une zone géographique délimitée, un volume d'usage. Ouais, c'est ça. Ok, alors toi, tu dis juste, mais En fait, moi, je trouve que c'est bien parce que ça va aider tout le monde. Ça permet de proposer au client un prix plus faible et en même temps beaucoup plus que ce qu'il avait imaginé à la base. Moi, ça me permet d'alimenter mon shop, du coup, d'avoir une répercussion sur mes ventes et de pouvoir proposer davantage de produits. Comme ça vient équilibrer le chiffre d'affaires que j'aurais été censé faire à la base. Et en plus de ça fait vivre les deux, en plus, du coup, dans un espèce d'écosystème qui commence à se créer. Et les gens, après, du coup, ils se rappellent en plus. Ils disent « Ah, mais lui, il a bossé avec lui. Lui, il a bossé avec lui. » Et pareil dans les deux sens. Et ah, c'est le mec qui a fait des trucs pour, tu vois, Oshi Market, par exemple. Et en fait, après, tu te rappelles de ça et c'est assez intéressant sur le plan collaboratif, mais en plus, tu vois, en termes de comment dire, en termes de relationnel en plus avec le client et tout, ça s'arrête pas juste, on a fait un travail ensemble, je vous le donne, bam, c'est plié, maintenant vous débrouillez avec. Ça fait vivre le truc, et puis comme ça, en plus, moi, je peux envoyer des goodies et des trucs aux clients, ils sont contents aussi, quoi. je trouve ça super intéressant parce que j'avais reçu Aurore Bale sur ce podcast justement pour parler illustration, où elle aussi elle disait que quand elle créait quelque chose, elle avait toujours en tête de savoir ce qu'elle voulait en faire, si ça allait être sur Instagram, si ça allait être pour vendre des goodies, etc. Et je trouve ça encore plus fou que toi, tu sois dans l'étape d'après qui est de te dire tu bosses pour des clients et en plus tu vas reprendre ces éléments-là que tu vas revendre. Et en même temps, ça fait de la pub pour tes clients. Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est tout bénéf pour tout le monde. Ouais. Tout le monde se tire vers le haut, tu vois. Et c'est trop bien. Et enfin, tant mieux, tu vois, pour tout le monde après. Parce que tout le monde, en fait, de toute façon, c'est ça. Moi, je pense que à partir du moment où tu bosses avec des clients, tes clients, faut que tu t'entendes bien avec eux. Donc, idéalement, tu deviens pote, quoi. C'est ça qui est cool. C'est trop stylé quand tu deviens pote avec tes clients. Parce que c'est un plaisir de bosser avec eux. Donc ça c'est génial, c'est une première chose. Et puis en plus derrière c'est quelqu'un de plus que tu ajoutes à ton réseau. Plus tu as un réseau qui est fort, mieux ce sera pour toi aujourd'hui, mais surtout pour plus tard en fait. Donc, en fait de toute façon la strat c'est toujours de viser sur du long terme. Faire des choses dans un circuit court, c'est bien pour tout ce qui est écologique et responsable. Mais à part ça je veux dire il faut essayer de voir les choses sur le plus longtemps possible et de se dire si je commence à faire quelque chose là, comment est-ce que ça peut continuer derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire si je commence à bosser avec ces gens-là, est-ce que je peux pas essayer de leur proposer ça? Parce que admettons que dans 2 ans, je sais pas, pour l'un des deux, ça marche un petit peu mieux, du coup on peut proposer d'autres produits, etc. Voilà, il y a tellement d'hypothèses derrière. Donc c'est l'idée vraiment de se créer un réseau en plus qui est avec qui ça marche et avec qui t'as un relationnel intéressant. J'imagine que ça peut même t'apporter d'autres clients. Et en plus, oui. Ou alors, moi justement, j'ai des clients et je vais après les faire bosser avec d'autres clients. Et là, c'est trop marrant, quoi. Ça commence à être un truc. C'est encore une galaxie de. Si on revient un peu sur ton travail, j'ai vu que tu avais bossé sur plein de supports différents. Ce qui m'a rendu assez ouf, c'est tu as bossé sur des néons, tu fais des fresques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es à Paris, puisque tu fais ça dans un resto. Jinshan Shokudo, ouais. T'as fait un puzzle, t'as designé pour un paddle, pour des coques de téléphone. Comment tu fais justement pour t'adapter et pour travailler sur ces différents supports, sachant que ça change à chaque fois et que c'est des contraintes et des besoins qui sont complètement différents? À chaque fois, un nouveau support, ça va être un nouveau challenge. Déjà, ça c'est hyper excitant parce que ça va être quelque chose de nouveau. Ça va casser un petit peu la routine habituelle. En plus de ça, c'est hyper intéressant parce que plus t'en ajoutes à ton portfolio, plus c'est intéressant. On va se dire, plus tu peux maîtriser entre guillemets de supports différents. Donc forcément, tu touches plus de gens derrière, plus de clients. Le fait que ça change et tout, c'est hyper agréable. Et tu vois, notamment le fait d'avoir bossé par exemple pour des paddles, ça avait rien à voir avec le fait de bosser pour des puzzles. Et en même temps, tu vois, ce puzzle, ça m'a permis de rencontrer quelqu'un qui bosse en Bretagne, qui les fait lui-même, qui les fait faire fabriquer, mais 100% carton, enfin t'as pas de plastique, donc d'aller vers des initiatives aussi comme ça. Donc c'est une question, je sais pas, de aussi s'ouvrir à d'autres médiums et d'essayer de présenter quelque chose d'agréable pour les yeux. Justement, quand on te propose ce genre de sujet, de nouveaux supports, de nouveaux défis, tu le vois comment, toi? Tu le vois vraiment comme justement un défi et tu te dis c'est quelque chose de chouette et je veux absolument bosser dessus. Ouais, à chaque fois je me dis ah yes, je l'ai pas fait celui-là. Ouais, tu te dis pas genre ah non, je l'ai jamais fait. En fait, c'est plus
Non, parce qu'en fait, ça sert à rien de se dire je l'ai jamais fait, parce que sinon tu fais rien. tu fais jamais rien, ouais. Et puis ouais, c'est toujours excitant de faire un nouveau médium, un nouveau support. Et puis surtout quand il est utilisable, praticable après. Tu vois, je reviens à l'exemple du paddle. J'avais jamais fait de paddle. Bah, le premier paddle que j'ai essayé, c'était celui que j'avais fait. Ça J'étais comme un ouf du coup. Trop bien. Hein. Ouais, c'était trop marrant. Et justement, quand tu fais tous ces designs, tu as des contraintes techniques. J'imagine, par exemple, tu vois, faire une fresque, c'est pas, tu t'imagines pas la conception du dessin de la même façon que tu vas imaginer un néon. Non, pas du tout. Comment t'envisages ça? Est-ce que, je sais pas, vraiment, Alors, pour le néon, est-ce que tu vas voir les mecs qui fabriquent les néons, tu regardes comment ils font, et après tu dis, ok, voilà comment je pourrais faire. alors ouais, parce que tu fais référence au restaurant en Chine là, et alors celui-ci, j'avais jamais fait de néon auparavant, mais je me doutais qu'il fallait que ça reste à peu près simple et que tous les traits soient liés entre eux par une espèce de même et seul circuit, entre guillemets. Après, par exemple, pour les fresques, ça n'a rien à voir, tu vois, et là, je vais pas jouer avec le même nombre de couleurs. Il faut que je tienne compte de la météo, ça dépend si c'est abrité ou non. Il faut que je tienne compte de la rugosité du mur. Si c'est un mur qui est plein, ça va être facile. Par contre, si c'est un mur qui est rugueux, comme je suis en train de faire aujourd'hui au restaurant, parce que c'est un espèce de mur fait en vieux chanvre avec des méthodes traditionnelles japonaises, c'est hyper compliqué et je suis obligé de repasser plein de fois. C'est très différent. C'est à chaque fois. En fait, à chaque fois, je sais faire mon dessin, mais je sais pas trop comment je vais le faire. Et en fait, à chaque fois, j'attends de voir sur le terrain comment ça va se passer. Mais si tu prends le temps de faire les choses petit à petit, un peu méthodiquement, en vrai, ça va. Tu peux. Enfin, je me suis jamais croûté sur un projet comme ça, donc c'est que ça va, quoi. Bah justement, là par exemple la fresque, mais j'ai vu aussi que tu en avais fait une pour la Redbox. Ouais, c'est ça. C'est toi qui l'as fait, tu fais tout de bout en bout du dessin, c'est toi qui vas faire la peinture ensuite. Ouais, exactement. Ouais, que ça soit la création, les croquis, après la pose des premiers traits, les couleurs, l'aérosol, tout ça, c'est moi qui ai fait avec un copain qui était avec moi sur place pour m'aider parce que justement un container, ça n'est pas une surface plane, c'est biseauté de partout et c'était un enfer à peindre. Ouais. Merci la Redbox pour l'opportunité, mais j'en ai fait un maintenant. Bon, je vais faire des murs normaux. Et encore là, du coup, t'as pris un mur, t'as pris un autre défi. Ouais, mais c'est quand même beaucoup plus sympa. Hein. Mais je trouve ça hyper intéressant que du coup, tu décides en fait, de pas te poser de questions et de toujours prendre le défi, le faire et puis d'essayer de trouver une solution. En fait, c'est de base, de toute façon, si l'idée m'appelle, si le client, il a l'air, si les idées du client, elles ont l'air cool, bah en fait, si je l'ai pas fait, ça me donne envie de le faire. Donc, et du coup, est-ce qu'à contrario, si on te repropose une idée si on te propose un nouveau projet qui est déjà quelque chose que tu as fait, ah bah, ouais, là, ça va vraiment dépendre du projet, quoi. Justement, ça va plus avoir tendance à me déchauffer. Ah ouais? Ouais, complètement. Bah oui, parce que du coup, je vais avoir l'impression de répéter le même process, les mêmes choses, et tu le fais quand même, mais ça dépend. C'est vraiment, tu vois, sur certaines thématiques. Par exemple, moi, j'aime beaucoup dessiner la ville, les décors Tokyoïdes, futuristiques, tous ces trucs-là, la cyberpunk, en parallèle des trucs vintage, je veux dire. Et ça, par exemple, c'est un sujet. Par contre, je ne m'en lasse pas du tout de dessiner ça. On pourrait m'en demander un par mois, je le ferai probablement, tu vois. Ah, c'est ouf. Pour le moment. Ouais. On verra ça après. Mais d'ailleurs, j'ai vu que tu commençais à faire des NFT justement sur ces décors-là. J'ai fait mon premier lundi et c'est cool. C'est parti. C'est parti correctement, quoi. Donc c'est cool. Cool. Tout à l'heure, tu as parlé d'un de tes clients en Chine. Et oui. Du coup, en fouillant un peu, je me suis rendu compte que c'était un de tes tout premiers clients. Oui. Et du coup, la question, c'est comment tu fais pour être repéré par un restaurant qui est en Chine alors que toi, tu es en France et qui fait des illustrations japonaises? Ah, je vais te sortir la réponse nulle que tout le monde sort sur à toutes les émissions depuis 10 ans, Internet. Non, mais c'est vrai, c'est tout le temps... en fait, c'est tout le temps ça. C'est ton portfolio, il peut faire le tour du monde si tu t'emmerdes à le travailler, à faire en sorte de le diffuser aussi, parce qu'il faut se créer sa propre visibilité, ce qui est compliqué. Et, tu l'as créé comment, cette visibilité, justement?
sur plusieurs années quand j'étais encore à l'école en fait. Quand je postais un truc sur Instagram, je le postais aussi en parallèle sur Pinterest, Facebook, Tumblr, enfin tous les trucs quoi. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que Pinterest au bout d'un moment a commencé à, c'est pas que ça a pris, mais j'avais des images qui étaient souvent vues. Et en fait, ton Pinterest, tu ramènes sur ton Behance, et ton Behance, les gens voient. Si les gens veulent en apprendre plus sur ton Behance, ils vont sur Instagram. Et après, en fait, tu fais un espèce de truc cross-platform. Tu mets pas tout à fait la même chose sur tous les réseaux. T'essayes d'adapter un petit peu à l'audience. Genre, quand je mets des trucs sur Dribbble, c'est plus du UI, UX et du web dev. Moi, je vais plutôt essayer du coup de mettre pas forcément des dessins où j'ai mis, de la texture papier, pour essayer de garder ce truc un peu plus moderne. Et là où c'est intéressant, tu vois, on va encore revenir en positionnement. Comme il y a beaucoup d'UI, UX sur Dribbble, si tu mets de l'illustration, c'est une niche, mais ça peut beaucoup mieux marcher. Tu sais que Dribbble, c'est généralement le site qui se fait défoncer dans ce podcast. Comme c'est des UX UI qui font des trucs un peu complexes. Alors, je t'avoue, j'en sais rien parce que moi, sur Dribbble, je schedule mes posts pour les 2 prochains mois. Après, j'y touche plus. Non, mais tu vois, c'est là où c'est quand même hyper intéressant. Et je te dis ça de manière un peu humoristique. C'est juste que, en fait, la plateforme, elle peut s'adapter à différents profils et que du coup, toi, tu ressors du lot. Ouais. Dans Dribbble. Et d'ailleurs, dans Dribbble, les trucs qui marchent à chaque fois maintenant, c'est les illustrations. Et c'est ça qui ressort dans leur algo. Et je trouve que c'est hyper malin, du coup, de faire un peu ce cross-platform. En fait, de toute façon, aujourd'hui, il y a tellement de gens, tellement d'illustrateurs, designers graphiques, etc. Enfin, dans les métiers créatifs, pour se créer ta propre visibilité, il y a un moment, en fait, il faut pas chercher... faut pas chercher midi à 14h. Tu vas falloir poster un moment, peut-être partout. Ou peut-être que c'est nul comme stratégie mais moi j'ai préféré miser un petit peu sur tout en essayant de m'appliquer, adapter un petit peu à chaque fois le contenu pour potentiellement que ça marche derrière. Et en fait, une fois que tu vois, notamment Behance, c'est vachement bien, je trouve, parce que quand je prépare ma com pour les réseaux sociaux ou quand je dis j'ai fini tel projet, là je le sors, je vous montre, et je commence toujours par Behance parce que sur Behance, c'est là où tu fais les projets les plus longs, les plus détaillés. Et en fait, juste en faisant ça, ton Behance, après t'as juste à recadrer tes images et en fait t'as déjà fait la com de 90% de tes réseaux quoi. Donc ouais, justement, pour préparer cette émission, les 3/4 des infos, j'ai été les chercher sur ton Behance parce qu'en fait tu passes tellement de temps à expliquer tout ce que t'as fait et l'expliquer, à vraiment faire tout ce parcours, tout ce cheminement de pensée qui est voilà ce que j'ai fait pour mon client, voilà les t-shirts que j'ai fait ensuite, voilà important. Ce qui a été fait, tu les mets dans le contexte, tu les mets chez le client et je trouve ça hyper bien parce que on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Tu fais, on voit de bout en bout ce que tu fais, du début à la fin, et je trouve ça ouf et hyper intéressant. Non seulement t'as de la transparence, mais ça ok, on s'en fout. Mais par contre, surtout, t'as une plus-value. En fait, t'amènes même à quelque chose d'intéressant. Pour les autres illustrateurs, tu vois, ça donne des tips. C'est pas pour rien que je me suis mis sur Twitch aujourd'hui. C'est il y a 4 ans, 5 ans, en fait, il n'y avait pas d'illustrateurs sur Twitch. Twitch était encore hyper méconnu, mais t'avais très peu d'illustrateurs et c'est pour ça, tu vois, j'avais envie de m'y mettre parce que je me suis dit, c'est une audience que j'ai pas encore touchée, du moins je pense, et c'est aussi une nouvelle manière de pouvoir partager mon travail. Alors là, c'est trop bien parce que tu peux faire une pierre deux coups quand tu peux travailler sur un projet client en plus en live. Ton client, il est content parce que ça peut lui faire un peu de visibilité, des fois et faut quand même le convaincre. Oui, justement. Faut quand même le convaincre. Faut pas. J'allais te poser la question parce que mais... j'ai reçu Bastien, alias Bastille dans le podcast, et donc forcément à un moment on a parlé de lui, le frérot. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Lui qui fait la même chose que toi, mais côté UI UX sur Twitch. On avait abordé cette question justement des clients, et toi, je trouve que tu fais quand même beaucoup plus que lui. Alors lui, comme c'est des gros projets, généralement les clients n'aiment pas trop en parler. Toi, je sais pas, je me dis, comme c'est entre guillemets que de l'illustration et du branding, c'est ok de le mettre. Est-ce que tes clients ils le ressentent comme ça, ou ils ont quand même une petite réticence quand tu vas dire moi je vais poster en ligne le travail tout le cheminement de pensée sur ce que... Alors je le propose en fait maintenant, c'est avant je le proposais, maintenant je le dis aux clients, je dis écoutez, moi je stream 3 fois par semaine, je le fais c'est 10-14, ça fait 4 heures par jour quand je stream. Ça peut vous faire potentiellement de la visibilité. Moi, si vous me laissez carte blanche, c'est cool parce que non seulement je peux faire mon taf et puis potentiellement ça peut vous faire un peu de pub.
Et alors après, je rentre pas dans les détails, je leur dis pas, ouais, les viewers, ils peuvent faire des feedbacks, ils peuvent donner des retours. Ça, j'en parle pas, parce que c'est hyper important que ton client, il sache que c'est toi qui a la main mise sur le projet et que c'est toi vraiment qui le gère du début à la fin. Ce qui est le cas, mais quoique ça a un avantage d'avoir des retours de personnes. Ça a un avantage, voilà. Alors après, voilà, c'est toujours pareil. De toute façon, quand tu fais ton truc en live, t'as toujours des retours qui sont intéressants, t'as des retours qui le sont moins. T'as toujours quelqu'un, par contre, qui va te dire, ah, c'est vrai que ce petit truc-là, je l'avais pas vu. Il était dans mon angle mort, peut-être. Donc, vas-y, je vais rajouter ça, et puis peut-être que ça va amener un petit truc en plus. Tu fais avec tes viewers aussi ce que tu disais tout à l'heure, 10%, je prends ça, 30% on fait ça. Comment ça? Ce que tu disais tout à l'heure par rapport à tes clients ou quand eux ils te donnent une idée, t'essayes de négocier. Tu fais pareil avec tes viewers? Ce côté-là non, avec les viewers, il n'y a pas de négociation. Par contre, quand il y a vraiment une idée qui est maligne, je le dis et je suis. C'est même pas que en plus je fais pas de jeu d'acteur ou quoi, c'est que vraiment je suis sur place et je lui dis, mais attends, mais il est trop fort lui. Ouais, d'être trop concentré sur ton idée, en fait, t'as besoin. Exactement. Et en fait, des fois, on t'ouvre des petites fenêtres et là, t'as un rayon de lumière qui t'ouvre l'esprit et t'es en mode, oh là là, il est trop fort lui. Un peu comme nous en product design, quand t'as la tête dans le guidon, tu fais ta feature et d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, t'as pensé à ça? Et toi, tu fais, wow, c'était la solution depuis le début. Ouais, c'est ça. En fait, c'était tellement bête. Ça peut arriver, ouais. Je vais faire du name dropping. T'as bossé pour PepsiCo, Omega, Segafredo, Rhino Shield ou encore Skull Candy. Eux aussi t'ont repéré sur Internet? Ouais, moi c'est full Internet. C'est ouf. C'est full Internet. C'est pour ça que pour ça que tu vois, j'ai jamais démarché. J'ai toujours fait le taf en amont pour que mon portfolio soit intéressant sur Internet. Ouais, en fait, t'as démarché au tout début quand t'étais un dé en école? Bah oui et non. Alors là, au début, de toute façon, quand t'as pas de réseau et que tu connais personne, je connaissais personne dans le milieu avant moi. C'était au début tu rends service à des potes, ça commence toujours comme ça et puis au fur et à mesure t'as un mail un jour et puis c'est un projet intéressant et puis ainsi de suite et en fait ça a été ça et ça a été que internet. C'était toujours du côté de Instagram et Behance et à chaque fois les projets pro on va dire, je crois que les gens ils les voient toujours à un moment sur Behance plutôt que sur Instagram et parce que déjà ça sélectionne on va dire une audience un peu plus un peu plus qualifié dans le milieu, je pense, on pourrait dire ça. Et donc voilà. Donc j'ai jamais vraiment démarché. Ça a toujours été l'idée d'essayer d'avoir quelque chose à montrer qui pouvait être intéressant et d'attirer justement avec les projets les plus complets possibles pour que celui des clients se retrouve après parmi les nouveaux les projets complets entre guillemets quoi. C'est pour revenir sur ce qu'on disait au tout début sur les agences. Ouais. Je sais que sur certains de ces projets-là, tu as bossé par l'intermédiaire d'agences. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois. Est-ce que ça change quelque chose dans ton travail? Ou en tout cas dans ta manière d'approcher le travail? Ça dépend. En fait, souvent, les agences ont des opportunités plus intéressantes avec des marques, des clients qui peuvent être un peu plus cool. Après, en soi, ça limite pas mal les opportunités, tu vois, parce que moi, en fait, j'aime pas du tout avoir des intermédiaires. Je trouve que ça abrite beaucoup de choses, ça ralentit beaucoup de choses, et puis en fait, si ces gens-là ils font ça, enfin, pourquoi ils font pas le taf directement pour eux, tu vois? C'est quoi à un moment l'idée, tu vois? T'es agence de com, t'es pas foutu de faire le truc pour eux. Alors je veux bien, oui, vous avez pas 500 illustrateurs au sous-sol, mais quelque part les gars, enfin je sais pas. Enfin du coup je bosse avec des agences, mais je préfère toujours bosser avec des clients en direct parce que on peut créer davantage de valeur en fait, tout simplement. On peut aller plus loin dans la collaboration. Il faut un petit truc de dernière minute, et je peux le rajouter, il n'y a pas de problème. Ici, il faut, je sais pas, tu vois, c'est une question de, je sais pas, il te faut un support de communication supplémentaire. Ok, on le fait. Alors qu'avec l'agence, à chaque fois, ça va passer par l'agence, va falloir valider le budget, va falloir valider l'ADA, va falloir faire des retours. Je pense que le client est plus comme ça. Ouais, oui, okay. Mais passe-moi le client direct parce qu'en fait, tu sais pas. Oui, c'est plus une interprétation du client alors que toi, t'arrives, tu vas voir le client, tu dis qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense il y en a beaucoup qui bossent dans des agences et heureusement qu'ils sont là parce qu'ils font trop bien leur taf. Et ça a été le cas, j'ai bossé avec des gens qui ont juste trop bien géré. Tu vois, notamment pour Omega, mon interlocuteur chez eux, or qui a changé de boîte depuis, mais
il était juste extra. Et avec lui, quand je bossais avec lui, les échanges, ça fusait direct et c'était impeccable. On s'est appelé 5 minutes après, c'était bouclé, je savais où aller. J'avais pas besoin d'attendre le soir ou le lendemain d'avoir mon mail. Donc ça, c'était trop bien. Donc forcément, c'est clair, il y a des mecs, il y a des mecs et des nanas qui bossent en agence, ils sont trop forts. Et heureusement qu'ils sont là. Mais de manière générale, ça reste un intermédiaire. Et on sait tous que le moins d'intermédiaires possible reste le mieux en termes de productivité et fluidité du travail. Tout à l'heure, tu disais que... Je suis pas trop dur avec les agences, c'est bon. C'est pas moi qui vais le dire. C'est comme ça sur le podcast avec les autres aussi. Beaucoup de personnes sont directement dans des startups, donc tu vois, il y a moins ça, mais il y a d'autres problèmes qui sont plus... quand tu fais de la recherche utilisateur, tu as moins le temps. Tu sors un truc et après, tu sais pas ce qui s'est passé ensuite. Donc en fait, tu es un peu dans sortir un truc, mais tu sais pas si ça a marché ou pas marché, et donc tu passes au sujet d'après. Et en fait, c'est un peu frustrant. Ouais, je vois. J'ai une question à te poser qui est... j'ai l'impression, je pense que tu vas pas dire le contraire, c'est que t'adores dessiner et t'adores faire de l'illustration. Ah bah oui, c'est le moteur. Justement, à partir de quel moment tu réussis à faire la distinction entre dessiner pour le travail et dessiner pour le plaisir? Alors, je fais plus de projets personnels. C'est un truc. Non, je ne fais plus vraiment de projets personnels, ou alors j'arrive à les incorporer, mes idées, dans les travaux pour les clients. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que du coup, avec mes clients, souvent ça matche bien, parce que je me mets vraiment à 200% dedans. Je me mets à leur place, j'essaie d'être le plus empathique possible et de comprendre également, tout en vouloir faire mes idées à travers les leurs, quoi. Donc il y a un peu cette espèce de transfert quelque part. Après, quelque part, je commence aussi en ce moment en tout cas, parce que peut-être que j'en ai trop fait, je me suis pas suffisamment écouté dernièrement, je commence un petit peu à me lasser de ce process. Et là, c'est pas pour rien, tu vois, que les NFT qui sont en plein boom depuis au moins un an là, c'est pas pour rien que ça m'intéresse aussi, parce que ça me permet de pouvoir faire mes propres illustrations en écoutant que moi quelque part, et de pouvoir le mettre en ligne, et peut-être que quelqu'un à l'autre bout du monde va l'acheter. C'est hyper satisfaisant. Aujourd'hui, le NFT, c'est tellement important que des fois, t'as l'impression que c'est du mécénat, quoi. Donc, c'est un truc de fou. Tu le prends vraiment comme ça, toi? Comme du mécénat? Ouais. Non, parce que je comprends bien sûr les placements. Enfin, je comprends tout à fait pourquoi les gens les achètent, tout ça. J'ai digué, en fait, justement, avant de m'y mettre. Je voyais beaucoup de collègues illustrateurs s'y mettre. Et ça m'a beaucoup intéressé, tu vois. Je crois que c'est vers cet été j'ai commencé à regarder ça. Et vers juin, quelque chose comme ça. Et en fait, par manque de temps et trop de projets à rendre, j'ai pas pu m'y consacrer. Et là, j'ai enfin pu réussir à m'y mettre. Et en fait, c'est encore autre chose. C'est d'autres gens, c'est un autre écosystème, c'est une autre audience, c'est une autre manière de devoir communiquer. Donc, c'est hyper intéressant parce que c'est plein de nouvelles choses à apprendre. Et en plus, ce n'est pas juste un dessin que tu vas rendre à un client. Bam, c'est fini. Le client en fait ce qu'il veut. Tu vas faire quelque chose qui va continuer de vivre. Et en plus, authentificateur, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. J'attends la petite feature Photoshop qui dira aussi le bouton Create NFT pour authentifier que ça a été fait dans Photoshop, quoi. C'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression que ça reste aussi dans cette mentalité que tu as de créer un truc sur le long terme. De créer une image sur le long terme, en fait, ça va vivre à côté. Est-ce que tu considères ça comme une œuvre d'art? Les NFT? Ta NFT, Non, alors je t'avoue, j'ai jamais considéré mes dessins comme des œuvres d'art, parce que c'est des illustrations. L'illustration, c'est des commandes, faut pas l'oublier. Mais autrement dit, je place ça quand même sur des œuvres qui sont plus personnelles et qui viennent vraiment de mon plein gré à tout niveau. Là, t'as fait une création, t'as fait une NFT? C'est une bonne question, ça, d'ailleurs. Tu travailles sur les NFT. Ouais, voilà. C'est quoi tes futurs projets, on va dire, un peu plus perso? Moi, je me suis demandé, quand est-ce que tu nous fais un manga? Le manga, jamais. Jamais? Non, j'ai pas j'ai pas la patience, je pense, de rester... Alors, je sais pas combien de temps ça prendrait, tu vois. J'ai envie de te dire 1 an, mais en fait, non, c'est pas 1 an, c'est beaucoup plus que ça. Je sais pas. J'ai déjà voulu essayer de faire un chapitre avec un pote. On avait fait tout le croquis et tout ça. On avait un début d'histoire qui était ok, potentiellement, mais c'est jamais allé plus loin parce que c'est tellement chronophage, en fait. Ouais. C'est tellement chronophage. Ça m'est déjà arrivé de dessiner, tu vois, des petites planches de manga quasiment complètes sur mon PC. Je dois en avoir 3-4 qui traînent, qui sont vraiment aboutis, mais
En plus de ça, ficeler une histoire, démarcher des éditeurs pour tenter de la publier et tout, c'est trop chronophage par rapport en plus on va dire sur le plan financier, comment ça peut faire vivre derrière. Je trouve ça hyper risqué aujourd'hui. Alors après, oui, il y a des webtoons, on peut faire d'autres choses. C'est vrai que j'ai pas du tout étudié ces choses-là pour le moment, mais non, pour le moment, je me sens pas à même de faire ça. Je pense pas être bon en scénarisation au point de faire des mangas, quoi. D'autres idées de projet ? D'autres idées de projet Bah écoute, pour le moment, on va continuer un petit peu sur les NFT et la crypto, parce que c'est rigolo et c'est hyper intéressant, et puis ça bouge vachement, quoi. Donc c'est hyper intéressant de voir un milieu qui change aussi vite que ça fait trop peur. Et donc, vaut mieux prendre le train un petit peu maintenant, ouais. On verra après. Mais sinon, au-delà de ça, non, pour le moment, je vais principalement me faire le plus plaisir possible et continuer de proposer des dessins que je vais charbonner des nuits et des nuits. On en arrive à la question de la fin, qui est de savoir, en fait, est-ce que tu as des ressources à nous recommander ? En termes de ressources, est-ce que je peux donner quelque chose de très précis ? Je ne sais pas. Par contre, je sais que notamment, je suis très curieux et j'essaye d'aller voir ce qui se passe dans d'autres domaines. Tu vois, par exemple, avec le UI UX, c'est Bastille c'est la chaîne de Bastille avec laquelle qui m'a permis d'apprendre un petit peu comment ça se passait et tout ça, le no-code et toutes ces choses-là que je connaissais pas du tout avant. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. De même que, par exemple, tu vois, pour le marketing, j'adore regarder les vidéos de Stan Leloup, les podcasts, pareil, toujours Stan Leloup, Marketing Mania, ou encore par exemple Le Panier, parce que on en a pas trop parlé, mais du coup j'ai ma boutique en ligne à faire tourner, et c'est vrai que c'est une émission à ce niveau-là, tu vois, qui m'aide vachement, qui recommande des plugins, des choses comme ça. Donc ça aussi je regarde beaucoup. Sinon côté bouquins, je suis très fan des biographies. Que ce soit des bouquins qui parlent notamment de la vie de musiciens, d'entrepreneurs qui ont fait des choses, qui ont des parcours assez incroyables. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est hyper shonen. On fait pas suffisamment le rapport avec les mangas, avec la vraie vie. Alors ça, c'est ma vision du truc, mais en fait, ces gens-là, c'est toujours pareil. C'est des Naruto, quoi, en puissance, les mecs. C'est toujours apprendre sur le tas, se dépasser et apprendre de ses erreurs, et puis on continue, on avance, et puis c'est un cercle vertueux. Finalement, c'est ce que tu fais, ce que tu nous as raconté. Moi, j'essaye de faire ça, et ouais, entre guillemets, et j'essaye de le transmettre aussi. J'ai envie de donner de la motivation aux gens, de dire, ça va pas payer si tu t'y mets pas à fond. Donc il y a un moment, il faut s'y consacrer, il faut trouver du temps, et il faut essayer de s'organiser, de trouver une manière de pouvoir s'y mettre, quoi, parce que le charbon, il y a que ça qui marche, il y a que ça qui paye, et par la suite le charbon appellera le charbon et ça sera vertueux. Donc c'est pas très planète tout ça, hein. Non, hein. Putain, aujourd'hui c'était un peu n'importe quoi, je t'avoue. Non, t'inquiète. S'il y a des personnes qui veulent te contacter pour te poser des questions, qu'ils n'hésitent pas quand je suis en stream, ouais, de 10h à 14h le lundi, mercredi et vendredi, je réponds à toutes les questions, il y a aucun problème. Instagram en DM aussi, j'essaie de répondre à tout le monde, mais ça commence à être un petit peu compliqué sur Instagram. Mais en tout cas, sur Twitch, il n'y a aucun problème. C'est d'autant mieux parce que quand il y a en plus une audience à laquelle tu vas peut-être répondre à la question en plus, il y a peut-être d'autres gens qui ont les mêmes questions, donc toutes les questions se valent et il ne faut pas hésiter à les poser, quoi. Et surtout, il ne faut pas hésiter à contacter les gens dont on apprécie le travail. Faut dire aux gens dont tu apprécies le travail, dire ton dernier bouquin il est trop bien, ta dernière illustration elle est trop bien, ça fait toujours plaisir, on les voit toujours et ça donne de la force parce qu'après peut-être qu'après ces grands illustrateurs ils vont regarder ton travail aussi et c'est hyper important. Donc si vous écoutez ce podcast et que vous l'aimez bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me le dire, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup PM en tout cas pour ce temps et merci pour cette heure au cours de laquelle on a parlé de pas mal de sujets et sur la façon dont tu travailles et sur tous les projets que tu as fait et tout ce que tu fais encore. Merci beaucoup. Merci Gauthier, et puis c'était un plaisir. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.